Donc ici, on va planifier les réponses au risque. Hein. On va étudier chaque opportunité, chaque menace. Certaines réponses vont éliminer des risques, d'autres vont réduire l'impact. On va voir aussi est-ce qu'on a des solutions de repli, est-ce qu'il y a des risques résiduels, est-ce qu'il y a des solutions de réponse aux risques qui vont modifier le WBS ou tout autre plan. Donc, on va utiliser tout cela et on va préparer des réponses aux risques les plus importants. Bien évidemment, pour faire cela, il faut d'abord avoir planifié, identifié les risques, il faut avoir fait de l'analyse quantitative et peut-être des fois, aller même jusqu'à l'analyse qualitative des risques. Donc, tout comme la planification est itérative, l'analyse du risque l'est aussi, parce que plus on avance dans le projet, plus on va avoir des informations plus précises. En sortie, on va peut-être avoir des demandes de changement. Une réponse au risque peut nécessiter de modifier certains plans, par exemple. Donc, en sortie, comme on l'a dit, on peut être amené à modifier des plans, à les mettre à jour. On va avoir des solutions qui vont peut-être affecter ou modifier le plan de gestion d'échéancier, le plan de gestion des coûts, de la qualité et des ressources. Donc, peut-être que notre plan, c'était de former en interne certaines ressources, et puis on va dire non, en fin de compte, la solution, c'est de sous-traiter, c'est de sous-traiter ou de faire appel à un bureau conseil qui va nous envoyer des experts. Donc, on va, pareil, ici, modifier le plan de gestion des ressources. On va peut-être aussi modifier le plan de gestion des approvisionnements parce qu'on va dire que, voilà, il faut approvisionner ces ressources et non pas les garder en local. Donc, ce qui fait que ça peut aussi changer, ça peut changer le délai parce que l'approvisionnement va se faire à une date, ça peut changer le coût aussi, entre le coût de la formation et le coût de passer par une entreprise pour amener des experts. Donc, on peut avoir des modifications. En données de sortie, on peut mettre aussi à jour beaucoup de documents. Donc, l'essentiel de la sortie de la planification des réponses, c'est peut-être de modifier des plans et des références de base, mais surtout, le gros, il sera fait ici. On va mettre sur le registre des risques quelles sont les stratégies de réponse validées, quelles sont les conditions de déclenchement, s'il y a des symptômes et des signaux avertisseurs, quel est le budget et activité nécessaires, quels sont les plans de contingence, qu'est-ce qui va les déclencher, est-ce qu'on met en place un plan de repli, si la réponse initiale n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a des risques résiduels, ça veut dire qu'on a mis en place un plan de contingence, et puis il reste encore des risques, on n'a pas éliminé tout le risque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux risques résiduels? Donc, on va l'identifier déjà. Et puis, des fois, il y a des risques secondaires. Risque secondaire, c'était un risque qui n'existait pas, mais qui a été généré par la mise en place de la solution pour les risques. Puis, on peut enrichir le rapport sur les risques et puis modifier certains documents du projet. Alors l'application des réponses aux risques, généralement, ça nécessite une demande de changement, bien sûr, pour ajuster le project baseline et puis pour modifier le plan de management du projet. Il y a aussi la notion de propriétaire du risque ou risk owner. C'est la personne qui va appliquer les réponses préapprouvées au risque sans consulter tout le monde. Ils sont déjà préapprouvés. C'est lui qui va monitorer un peu et vérifier si les éléments déclencheurs sont là. Et puis cette personne, ça peut être un membre de l'équipe projet ou toute autre partie prenante. Alors, il est intéressant aussi de parler ici de la notion de tout ce qui est réserve, réserve de budget ou réserve de délai liée au risque. Quand c'est une menace, donc on est obligé de rajouter les réserves. Donc, on va faire des sommes. Supposons par exemple, un exemple, que l'on ait 20% de chance
que le budget coûte plus cher de 100 dollars. 20% que le budget coûte plus cher que 100 dollars. De 100 dollars. On va faire 100 fois 20%. Ça veut dire qu'on est obligé de rajouter une réserve de 20 dollars. On rajoute, parce que c'est une menace. Maintenant, si c'est une opportunité, imaginez que si un autre événement se produit, on a 30% de chance de gagner 100 dollars. Ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être gagner 30% fois 100, gagner 30 dollars. Donc, quand on va calculer la réserve, on va sommer le résultat de toutes les menaces et on va en retrancher le résultat de toutes les opportunités. C'est comme ça qu'on calcule la réserve nécessaire. Donc ce processus, il aura pour objectif de développer des actions et de sélectionner des stratégies, d'identifier les moyens adéquats pour gérer le risque global et les risques individuels. Alors il est important de noter qu'il faut commencer d'abord par prioriser, ensuite on va essayer de minimiser les menaces ou renforcer les opportunités. Donc il y a un double travail. S'il y a des opportunités, on va mettre en place des actions qui vont augmenter les chances de saisir les opportunités ou d'augmenter l'impact positif de ces opportunités. Et puis on va choisir la meilleure option ou une combinaison de stratégies, une stratégie principale et des alternatives, et un plan de repli. Donc on va identifier aussi les risques secondaires qui seront générés par rapport à la solution. Et dans quelles conditions on va utiliser la réserve pour aléa. C'est la réserve pour risque. Donc ce processus va nous donner essentiellement beaucoup de mises à jour de plans et de documents, mais les principaux documents, ça restera toujours le registre des risques et le rapport sur les risques. On va rajouter ici un peu les solutions, ici la description des solutions, et pour les appliquer, nous sommes obligés de passer par des demandes de changement. Toutes les demandes de changement vont atterrir au niveau du processus effectué la gestion intégrée des changements. Tous les plans et les références de base font partie du grand plan de management du projet. Le reste, ça va être classé avec les documents du projet. Pour cela, on aura besoin du plan de gestion des ressources. Quelles ressources vont nous aider à mettre en place des solutions. On va avoir aussi besoin du plan de gestion des risques. Comment on va aborder les risques, on va faire des réunions, est-ce qu'on pourra utiliser un logiciel, qu'est-ce qu'on a identifié dans notre plan, et puis la référence de base des coûts, pour voir est-ce qu'on a un budget, quel budget on va mettre en place pour les risques, et un certain nombre d'autres documents. Il est intéressant aussi de voir quelques exemples de données d'entrée. Donc on a, comme on avait dit, le plan de gestion des ressources, le plan de gestion des risques et la référence de base des coûts. Il faut juste rappeler que la référence de base des coûts, elle inclut un budget de contingence lié et dédié à la réponse au risque. Et puis certains documents du projet. En données d'entrée, on peut bien sûr avoir le registre des risques. Donc on va voir quels sont les risques individuels qui ont été identifiés, le classement par ordre de priorité et ceux qui nécessitent une réponse. On va voir aussi les menaces et les opportunités à priorité élevée. C'est ceux-là qui vont nécessiter une action prioritaire et proactive. Et on va voir aussi les menaces et les opportunités faibles, où on va juste les inscrire sur le registre des risques pour des actions de veille. On va voir si ces risques n'augmente pas en termes d'importance au courant du projet. Et on va désigner un chargé du risque pour chaque risque d'ailleurs. Alors le chargé du risque, bien sûr, il aura le double rôle de suivre un peu les déclencheurs du risque et de mettre en place la solution au risque.
Et on va identifier aussi des facteurs d'avertissement. Au-delà des facteurs environnementaux classiques, les actifs organisationnels, c'est toujours la même chose, bien sûr, en termes. Donc, on va s'inspirer peut-être des modèles de gestion des risques, des modèles de gestion des registres des risques, des rapports sur les risques, la base de données surtout, de l'historique. On va voir dans ces actifs organisationnels quelles sont les solutions qui ont le mieux fonctionné pour les projets précédents. Hein? Et on va voir un peu dans les archives des retours d'expérience des projets similaires. Comme outil et technique, on a besoin des experts, bien sûr, de collecter des données via des entretiens et des techniques de facilitation. Alors, comme outil et technique, il y a 5 stratégies pour répondre aux risques. Soit on va escalader, c'est-à-dire qu'on va dire que ici, si ce risque survient, la réponse dépasse l'autorité du chef de projet et il faudra escalader vers, par exemple, le directeur du programme ou du portefeuille, ou toute autre partie qui n'est pas au niveau du projet. Soit on va vouloir éviter le risque. Généralement, ça c'est pour les risques qui sont importants. On va tenter d'éliminer la menace ou de réduire sa probabilité d'occurrence. Sinon, on va transférer, c'est-à-dire qu'on va sous-traiter ce risque. On va prendre une assurance, une caution, une garantie, ou on va transférer cette responsabilité à un tiers, comme recruter un bureau d'experts, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque. Il peut y avoir un risque secondaire qui est généré par la réponse au risque, mais il est censé être de moindre importance. Ou on va atténuer, on va essayer de réduire l'impact et la probabilité d'occurrence, ou tout simplement on va accepter. Généralement, on fait ça pour les risques dits faibles. L'acceptation, elle peut être active, c'est-à-dire qu'on va constituer une réserve en termes de temps ou de finances. Si le risque survient, on va utiliser cette réserve, ou ça va être une acceptation passive. On ne va faire que surveiller le risque et prendre des mesures le cas où le risque survient. On va essayer de trouver comment on va faire. Mais généralement, je le rappelle, c'est pour des risques généralement qui sont faibles. Des fois, on peut trouver une solution à un risque qui va toucher plusieurs risques, qui va régler plusieurs risques en même temps. Alors, ça, c'était les stratégies pour les menaces. Les stratégies pour les opportunités ressemblent aussi aux stratégies pour les menaces. Donc, on va avoir la stratégie d'escalader, d'exploiter. Exploiter, c'est l'équivalent de éviter. Donc, ici, on ne va pas éviter, mais on va exploiter le risque. On va partager le risque avec une autre entreprise. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de transférer parce que c'est une menace, on va partager le risque. On va travailler en collaboration peut-être avec une autre entreprise qui a un certain savoir-faire ou du matériel ou toute autre ressource qui nous permettrait à deux de mieux saisir l'opportunité si elle apparaît. On va avoir la possibilité d'améliorer. C'est-à-dire que s'il y avait peut-être 10% de chance qu'un certain achat nous coûte moins cher, on va essayer de faire en sorte que ce soit 20% de chance, 30%. On va essayer d'améliorer la probabilité que cette opportunité survienne. Ou on va accepter, c'est-à-dire que soit une acceptation passive ou active. On va garder un montant si l'opportunité se présente. On aura le montant pour la saisir. Sinon, une acceptation passive, on va garder ça dans la liste. Et puis, si le risque survient, on verra comment on va faire. Il y a des stratégies de risque conditionnelles, c'est-à-dire qu'on va dire, on va conditionner la réponse à certaines conditions si elles se produisent. Par exemple, si on rate un jalon, ici, on va déclencher une solution. Alors, les réponses identifiées avec cette technique sont appelées aussi
plan de contingence ou plan de repli. La même chose pour les risques globaux, hein. Ça obéit à la même logique, donc on évite et on exploite, on transfère hein, quand c'est une menace et on partage quand c'est une opportunité, on atténue quand c'est une menace, on améliore quand c'est une opportunité et on accepte, que ce soit de manière passive ou active. Et on va faire aussi de l'analyse des alternatives. Est-ce qu'on va faire comme ça ou comme ça? Est-ce qu'ils vont utiliser cette solution ou cette solution? Avec une analyse coût-bénéfice. Il ne faut pas que la solution, pour éviter le risque, nous coûte plus cher que l'impact du risque. C'est ça que va faire l'analyse coût-bénéfice. Et bien sûr, la décision n'est pas simple. Donc on va faire une analyse décisionnelle multicritère. On va mettre toutes les solutions. On va pondérer un peu les différents critères et on va voir quelle est la solution qui nous arrange le mieux.